Bonjour les jantes. Voilà, là je suis à mon travail. Donc j'ai un petit peu des difficultés à télécharger les vidéos. Mais donc en cette période d'épidémie, je lis voilà, La peste de Camus. J'ai pas fini. Mais c'est un bouquin intéressant parce que en fait, donc, ce qui se passe, c'est que Camus décrit une épidémie de peste qui se passe en 1940 à Oran, pendant que l'Algérie était française. Et il décrit comment l'épidémie démarre, comment un médecin qui s'appelle Rieux fait partie des premiers à se poser des questions. Et ensuite, comment les autorités d'abord ont du mal à se rendre à la réalité parce que ça signifie, à partir du moment où vous savez que vous avez la peste dans votre ville, bah, ça signifie qu'il va falloir prendre des mesures qui ne sont pas populaires. Quand ces mesures sont prises, la réaction de la population, elle est incrédule. On remet en question pas mal de choses. Donc ensuite, ce que fait le gouvernement, c'est qu'ils choisissent de publier des chiffres officiels au quotidien pour montrer à quel point c'est sérieux. Et puis il y a des réactions par rapport à ça. Et donc j'ai même là lu dans ce passage là qu'en fait dans le dernier passage, le dernier chapitre, c'est que il y a même un nouveau journal qui s'est publié et qui disent oui, 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 nous on va vous publier les vrais chiffres, etc. Avec des gens autorisés qui vont bien nous raconter que l'évolution de l'épidémie au quotidien, etc. Et finalement, bah, il s'avère que c'est des bonimenteurs, c'est des gens qui essayent de vous placer des produits. Marrant, hein. Vous voyez que toute relation avec des faits actuels ne serait que fortuite. Bon, enfin voilà, et donc il y a un moment où il y a un entretien entre un personnage qui n'est pas encore très clairement défini et puis ce fameux médecin. Cet entretien est assez intéressant aussi parce que finalement, il y a eu un prêche d'un prêtre un sermon qui a culpabilisé tout le monde. Donc le péché originel, vous avez tous la faute. En gros, si ça vous tombe dessus, c'est parce que c'est votre faute. Donc ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, celle que j'essaye de faire passer sur YouTube et que j'y arrive pas pour l'instant. Mais en gros, bah, c'est à mon goût constitutif du phénomène religieux. Et puis j'évoque pourquoi, parce que ben il y a aussi derrière tout ça le phénomène de violence mimétique liée à René Girard. Donc le phénomène du bouc émissaire expiateur, et c'est le phénomène, c'est le fait religieux. Et puis donc en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une espèce de dialogue qu'on pourrait presque dire que c'est un dialogue interne chez ce pauvre médecin qui, en gros, si vous voulez, se pose des questions par rapport à son utilité, par rapport à tout ça, et justement par rapport à cette croyance en une force supérieure, transcendantale, si celle-là est justement toute puissante, bon, bah, c'est la fameuse question de la providence qui a été portée, vous savez, après
le fameux tremblement de terre de Lisbonne, le jour de la Toussaint 1753, qui a emporté 30 000 personnes. Et ça a été une secousse au XVIIIe siècle chez les philosophes comme les matérialistes, comme la Métrie, et puis bien entendu Voltaire qui s'est emparé de ce sujet pour remettre en cause la théorie de la providence. Donc voilà, comment se peut-il que dans un monde, comme il cite Leibniz dans Candide, c'est lié à ça, c'est-à-dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, que justement, pendant une procession religieuse, le Dieu qui prévoit au meilleur des mondes possibles, voilà, lui-même décide de déclencher un tremblement de terre qui va emporter des gens qui sont là en acte de foi. Alors, je n'ai pas la réponse non plus, hein, mais c'est une question. Et en fait, il y a des choses qui sont assez intéressantes parce que ce personnage qui est un peu énigmatique, qui s'appelle Tarou, il observe devant lui un personnage qui est un peu âgé et qui est assez, comment dire, facétieux et s'amuse à cracher sur des chats qui sont dans son quartier. Et puis les autorités ont décidé d'abattre les chats parce que les chats mangent des souris et ils pourraient être transporteurs de la maladie. Et vecteurs, vous voyez, comme les pangolins. Et il n'y a plus de chats. Et le vieux, dans son quartier, il est vexé parce qu'il n'a plus, d'animaux qui peut embêter avec ses facéties. Donc, c'est là où Tarou écrit en période de peste, défense de cracher sur les chats. Et vous voyez, ça fait partie comment dire, des formulations un peu folles qu'on peut retrouver dans des moments où finalement personne ne sait à quel sens vouer. Vous voyez, en gros, se promener en forêt devient quelque chose de dangereux tout d'un coup. Ou planter des tomates dans son jardin devient quelque chose de dangereux, au point que la gendarmerie envoie un drone pour vous contrôler, pour vous surveiller. Voilà, donc effectivement, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis donc Tarou, ce personnage énigmatique, pose la question au docteur, lui dit mais pourquoi vous soignez? Le docteur se dit simplement je ne suis pas habitué à voir mourir. Et Tarou lui dit à ce moment-là que il n'a aucune oui, je vous comprends, mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. Ce à quoi le docteur rieux lui répond, parut s'assombrir, toujours je le sais, ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Vous voyez donc cette position ambivalente que peuvent avoir par exemple les personnels soignants, hein, qui se retrouvent dans une situation, savent que c'est un combat perdu par avance, mais ça ne les empêche pas de le faire et le découragement qu'ils peuvent ressentir à cet égard. Voilà, donc c'est des lectures, des réflexions que je tire de La Peste. Ah, ça... Non, c'est mieux comme ça. Hein. Non, parce que moi je le vois à l'envers. Donc voilà, et puis ce matin, je suis tombé, en ouvrant comme ça par hasard mon laptop, voilà que j'ai vu des trucs qui étaient assez intéressants. Alors là, ça le fait pas. Ça le fait pas. Mais ce matin, j'ai eu voilà par mon algorithme de Google randomisé,
Deux informations. Il y en avait une qui disait en gros, il y a une étude du Gesundheitsamt Bayern, c'est-à-dire en fait les autorités de santé de Bavière, qui laisse à penser que les patients du Covid peuvent être transmetteurs du virus sans avoir de symptômes. On est le 21 mai. Hein. Alors, si je me souviens bien, les autorités chinoises avaient déjà transmis à l'OMS depuis, je pense, au moins fin janvier, si ce n'est début février, qu'ils avaient observé la même chose sur les patients en Chine. Et même le professeur Streeck, qui est à Bonn, a fait une étude, il a fait une pré-étude, ce qu'on appelle un préprint en fin mars, comme quoi, justement, d'après son préprint, et qui a été confirmé après par l'étude en post-print, hein, qui est sortie récemment, qu'il y avait au moins 22% des patients du district qu'il a observé qui étaient porteurs du virus sans symptômes. Et ça, on était fin mars. Donc en guise de nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle, quoi. Et puis, l'autre nouvelle, c'était que, ah oui, apparemment, d'après des statistiques, je ne sais pas, que la surmortalité en Allemagne ne serait pas importante par rapport liée au Covid. Elle est, disons, à peine plus importante que la normale. Alors moi, j'ai un réflexe, c'est-à-dire que je regarde, il y a des sites qui regroupent les cas, les nombres de cas. Et qu'est-ce que je vois c'est que donc on a, par exemple, c'est Worldometer. Alors, on regarde, il y a tous les pays qui sont recensés, c'est jour par jour, c'est heure par heure. Voilà, on en est à 5 millions de cas, voilà, 330 000 décès, 2 millions de patients guéris, 2 700 000 cas actifs, dont une cinquantaine de mille euh, cas critiques. Voilà, ça c'est pour les données mondiales. Et on regarde l'Allemagne. Dans l'Allemagne, la mortalité par million d'habitants, selon cette source d'information, est à 99 pour 1 million d'habitants. Et ce qui est intéressant, bon, les chiffres absolus, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est de comparer. Alors, il y a des pays en Europe qui sont moins touchés que l'Allemagne. L'Autriche, par exemple, qui doit être aux alentours de 70 décès morts par million d'habitants. Et puis, il y a même, je crois, la Tchéquie, qui est à... c'est quelque chose de très très faible en Tchéquie. Bon, par exemple, je la trouve pas là, mais la Serbie, qui est à 27 décès par million d'habitants. Donc, c'est moins que l'Allemagne. Mais, et c'est là que le mais s'impose, c'est qu'il y a dans les d'autres pays avoisinants de l'Allemagne, et surtout les pays qui ont été le plus touchés, bien entendu, une mortalité qui est bien plus élevée. Donc par exemple, chez nous les Français, eh bien, la mortalité au jour d'aujourd'hui, elle est à 431 par million d'habitants. Donc c'est 4 fois plus que l'Allemagne. Et l'Italie, 535, le Royaume-Uni 526, l'Espagne 596, et puis je crois que les recordman, en dehors de San Marin, quoi, mais qui est très petit, mais les recordman, c'est la Belgique avec 793 décès par million d'habitants. Donc c'est énorme, hein, vous voyez. Et là, on ne peut pas dire qu'avec 793 morts par million d'habitants, on a affaire à une grippette. Là, ça ne marche plus. Hein. La grippette, l'épidémie de grippe sévère, celle qui a frappé 2017-2018, je crois qu'elle tournait aux alentours de 300 par million d'habitants en mortalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 99 morts par million d'habitants, on n'est pas dans une surmortalité. C'est des chiffres, hein, je ne suis pas en train de donner un jugement de valeur, je regarde les chiffres et je compare. Et donc en fait,
On a deux nouvelles. On a une nouvelle qui nous fait penser que, mon Dieu, vous vous rendez compte, ma petite dame, si j'ai le virus et que je ne le sais pas, et j'ai pas de symptômes, je risque soit d'être dangereux pour les gens, ou à la limite, je me promène dans la rue, il faut que je me protège. Et puis d'un autre côté, eh bien, vous avez une autre injonction, quelque part, qui est de dire, bon, rassurez-vous, la mortalité par million d'habitants n'est pas si élevée que ça en Allemagne. Et ce où je veux en venir, c'est pas tellement est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on a à faire une grippette ou pas. Je ne pense pas, moi, mais voilà, je suis pas le médecin pour juger de ça, mais je pense qu'on a affaire à une maladie qui est assez sérieuse pour la prendre en compte. Mais ce que je peux constater, c'est que les médias randomisés, par exemple ceux de Google, m'ont donné ce matin deux informations, deux injonctions contradictoires. Dans l'un, préoccupez-vous parce que le virus peut être dangereux, alors que cette information n'est pas une information, puisqu'on la sait déjà depuis, en Chine au moins depuis des mois, et puis même en Allemagne depuis plus d'un mois, même un mois et demi maintenant, puisque c'était fin mars que le professeur Strick avait sorti sa préprint. Et puis d'un autre côté, rassurez-vous, c'est pas si mortel que ça. Vous voyez un petit peu le problème? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Si moi je vous dis par exemple, faut pas traverser la rue parce que y a une voiture qui peut passer, mais à la même seconde ou en même temps, je vous dis, allez-y, c'est vert. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la question en fait. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on fait avec une double injonction? Rien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas agir. Notre cerveau est paralysé. Vous voyez? Et voilà, c'est un peu anecdotique, je sais. Alors c'est peut-être l'effet du hasard, la randomisation. C'est aléatoire. Les algorithmes de Google m'ont donné deux informations contradictoires. Je dis ça, je dis rien. Vous comprenez? Et je fais quoi avec ces deux informations contradictoires? Il faut que je mette mon masque toute la journée, ou il faut que je me rassure? Vous comprenez? Je ne sais pas, parce que mon cerveau n'est absolument pas câblé pour traiter ce genre d'informations, d'injonctions contradictoires. Et à mon avis, ça, c'est inquiétant. Le virus, je ne sais pas. Les mesures de confinement, etc., je ne sais pas. Mais ça, par exemple, c'est inquiétant. Quand les informations vont dans tous les sens et quand les gens n'arrivent plus à penser parce que, justement, ils n'ont plus les moyens pour penser, c'est là où, par exemple, des philosophes ou des gens qui réfléchissent comme moi je n'ai pas la prétention d'être un philosophe, mais des gens qui réfléchissent comme moi se posent des questions. Et j'espère que, avec ma petite contribution, vous allez vous poser aussi des questions. Parce que je crois qu'il est temps de s'en poser des questions. Voilà, donc, réfléchissez bien. Peut-être profitez de la lecture de ça ou d'autres choses. Et puis, bonjour chez vous.